va donc écouter Anne-Marie Aguirre-Gonnet. Vous êtes directrice de recherche CNRS dans le département microsystèmes et nano-biofluidiques au Centre de nanosciences et nanotechnologie. Ce labo a aussi un stand tout à l'heure que je vous invite à aller voir dans l'après-midi. Oui. Et vous explorez ces échelles de micro et nanométriques par le biomimétisme et vous développez de nouveaux procédés et dispositifs d'analyse médicale. Et donc ça crée ce couplage aussi entre technologie et biologie qu'on a commencé à percevoir avec Antoine et qu'on poursuit avec vous ce matin. Exactement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui, c'est bien. Donc, effectivement, on va parler de dispositifs médicaux qui sont en train de révolutionner un petit peu à la fois le domaine de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de la médecine, vous allez voir. Et donc, dans notre jargon, on appelle ça des organes sur puce. Voilà, mais je vais aussi vous montrer qu'on commence à fabriquer dans les laboratoires des vrais organes artificiels à l'échelle de l'organe humain. Alors pour introduire le sujet, peut-être vous le savez déjà, quand les pharmaciens développent des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments, les méthodes traditionnelles, il y en a deux, consistaient d'une part à prendre les cellules de l'organe sur lequel on veut travailler et mettre au point ce médicament, et on les cultive dans des boîtes, comme vous voyez ici, dans son milieu de culture, on apporte les nutriments, voilà. Alors, ces tapis cellulaires que vous voyez ici représentés par les petits dessins ne marchent pas en fait, fonctionnent vraiment très mal parce que les cellules dans ces petites boîtes, elles ne retrouvent pas le micro-environnement qu'elles ont dans l'organe. Et puis la deuxième méthode qui est aussi problématique, c'est les tests qu'on fait subir à ces médicaments sur des modèles animaux. Donc souvent on prend une petite souris et puis on imagine qu'on veut développer un médicament par exemple pour le foie. Et puis on injecte ça à la souris et puis on s'attend que c'est un organisme complexe vivant, on s'attend à avoir une réponse meilleure et en fait, tout ça, ça ne marche pas non plus parce qu'évidemment, une souris, ce n'est pas comme un être humain. Et donc, la conséquence de tout ça, et c'est très important pour l'industrie pharmaceutique, c'est qu'avec ces méthodes traditionnelles, en fait, on a en gros qu'une molécule sur 20 molécules testées qui va pouvoir passer toutes les phases cliniques et pouvoir finalement être testée chez l'homme. Et ça veut dire une énorme perte en temps, parce que du coup, il faut tester beaucoup de molécules, et puis du coup, un coût énorme. Alors maintenant que j'ai dit ça, on va effectivement parler de microfluidique et de ces petits modèles qui sont beaucoup plus prédictifs et surtout qui permettent de faire de la médecine personnalisée avec les cellules en fait, du patient. Alors la microfluidique, c'est quoi? C'est le domaine de la science des liquides. Ce sont ces fluides qu'on peut injecter dans des microcanaux, dans des puces. Ce domaine a en fait émergé il y a à peu près une trentaine d'années quand les chercheurs qui fabriquent des microprocesseurs pour la microélectronique, c'est-à-dire les composants qui sont dans vos téléphones, avaient fini de mettre au point ces méthodes en fait, de microfabrication et se sont dit on va maintenant essayer d'utiliser ça pour manipuler plutôt des liquides et des liquides biologiques dans des puces. Donc un organe sur puce, c'est quoi? C'est un microdispositif fluidique qui est constitué de chambres et de microcanaux, de microchambres et de microcanaux. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais si vous regardez ce schéma à gauche, vous avez en fait une vue en coupe d'un des premiers organes sur puce qui a été fabriqué aux États-Unis dans le groupe du professeur Inberg au Wyss Institute et qui mime en fait la fonction du poumon. Donc, pour expliquer de manière plus simple comment marche ce petit poumon modèle, vous voyez, vous avez une chambre en haut dans laquelle on fait pousser les cellules épithéliales du poumon, comme elles existent dans vos alvéoles pulmonaires. Donc la chambre en haut constitue l'alvéole pulmonaire. On a une fine membrane sur laquelle reposent ces cellules, et en dessous, on a un microcanal dans lequel on va mettre, là, cette fois-ci, donc il va mimer
le capillaire sanguin qui court sur la surface du poumon et on va donc venir y déposer les cellules que vous voyez en jaune qui sont les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur de vos micro-vaisseaux. Donc pour résumer, un organe sur puce, c'est un micro-environnement dans lequel on va pouvoir maîtriser en temps réel l'ajout, donc la circulation des liquides et donc l'apport de nutriments. Et donc on vient dans ces microsystèmes cultiver des cellules qui peuvent être les cellules du patient et pas seulement des cellules modèles. Et on va pouvoir, donc du coup, pour le médecin, pour le clinicien, comprendre comment l'organe réagit finalement vis-à-vis de... Et puis pour le pharmacien, il va pouvoir du coup administrer des médicaments et voir comment se comporte ce petit organe modèle. Alors, je vais passer ça parce que là, je vous ai réexpliqué. Donc, en fait, quand vous avez compris ce dessin, vous voyez qu'un petit organe sur puce, c'est finalement une chambre qui contient les cellules de l'organe posée sur une membrane fine qui elle-même circule au-dessus d'un vaisseau sanguin. Et là, je vais maintenant vous montrer des exemples et je vais d'abord vous parler du vaisseau sanguin et vous montrer comment on microfabrique des réseaux de capillaires sanguins. Donc, comme petite introduction, le capillaire sanguin, c'est ces micro-vaisseaux qui circulent à la surface de vos alvéoles pulmonaires et ce sont les plus petits qui existent dans votre corps. Un diamètre de 10 microns, donc c'est à peu près le tiers d'un cheveu. Voilà. Et vous voyez, c'est constitué en fait d'une fine membrane que vous voyez représentée en gris là sur le schéma. Et vous avez à l'intérieur des cellules, donc un tapis de cellules endothéliales. Elles sont très importantes parce que quand le sang va circuler dans ce micro-vaisseau, la présence de ces cellules endothéliales va faire que le sang se sent chez lui. Il y a toute la biochimie à la surface de ces cellules qui est celle que le sang attend. Voilà. Alors, comment on fait pour fabriquer cela ? Donc, dans mon laboratoire, on a une grande salle blanche équipée avec tous les outils qui servent à faire à la fois des dispositifs de la microélectronique, de la nanoélectronique et de la nanophotonique, mais aussi pour la fluidique. Et en fait, dans ces salles blanches, on a un ensemble de matériel de lithographie qui permettent donc de dessiner et de fabriquer, en fait, voilà. Et donc là, je vais vous montrer, donc très rapidement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous avez une vue en bas à gauche d'un réseau de capillaires sanguins. Vous voyez, ce sont des lignes, en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique par des techniques de lithographie des moules, qui sont en fait des plaquettes de silicium recouvertes de résine avec le motif en fait du réseau que l'on veut. Et puis on va venir couler sur ce moule un matériau qui a révolutionné la microfluidique, qui est le matériau qui constitue vos lentilles de contact souple, qui est ce qu'on appelle, c'est un gel de silicone, le PDMS, et on va venir mouler ce matériau et le recuire, et puis après on a juste à le décoller, le poser sur une lame de verre, mettre un tuyau d'entrée, un tuyau de sortie, et du coup on a notre réseau de capillaires biomimétiques, si le dessin est biomimétique bien sûr. Alors on n'a pas fini parce que comme je vous le disais, il faut que lorsqu'on va injecter du sang dans ce réseau de canaux, de micro-canaux de PDMS, le sang se sente bien chez lui. Et donc pour ça, on va donc du coup utiliser la microfluidique pour venir ensemencer les canaux avec des cellules endothéliales. Et c'est très facile, ça se fait en quelques heures. On injecte un milieu de culture contenant les cellules endothéliales et ces cellules vont venir tapisser, comme vous le voyez ici sur la vue en coupe, toutes les parois du PDMS. Du coup, monsieur, je veux bien que vous activiez la vidéo à droite. Donc, du coup, après, on peut introduire du sang tout doucement dans cette puce et le faire circuler voilà, dans le réseau de capillaires. Alors, on sait faire des vaisseaux, donc là je vous ai montré comment on fabrique finalement ces systèmes. Et maintenant on va revenir à notre organe et en particulier à ces petits organes. On va d'abord, je vais vous montrer un exemple des petits organes sur puce qui sont surtout très utiles pour les pharmaciens, pour la mise au point de médicaments. Donc on revient à ce dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Si on regarde dans le monde les différents types de petites biopuces qui sont fabriquées, on a en fait deux types de géométrie. Donc la géométrie que j'appelle verticale, comme celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, où il y a une membrane fine
au-dessus de laquelle on a la chambre contenant les cellules de l'organe que l'on cherche à cultiver. Et puis on a une géométrie, donc ça a été une géométrie proposée aux États-Unis et en Europe, en fait, dès le début, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et puis à droite, vous avez une géométrie horizontale qui a été proposée par des groupes coréens et japonais, à peu près à la même époque, où là, l'idée est de mettre la chambre en fait, dans laquelle vous allez cultiver l'organe, c'est la zone que vous voyez en rose, contenant le gel, et du coup les canaux sanguins par lesquels on va amener les nutriments, ce sont les deux bras que vous voyez latéraux dans lesquels on va faire circuler le liquide. L'intérêt de la géométrie horizontale, c'est qu'on peut travailler sous microscope à fluorescence et on peut regarder en temps réel comment l'organe installé en fait dans son gel évolue au cours du temps. Je vais vous montrer un exemple maintenant de ça. Alors avant de vous montrer un exemple, je voudrais juste un petit aparté parce que sur le plan économique, c'est vraiment une énorme révolution. Voilà, il y a énormément de startups qui ont été créées dans ce domaine. Et là, je cite juste les 2 startups qui ont été créées donc, il y a une dizaine d'années. Donc, dans le groupe du professeur Inberg au Wyss Institute aux États-Unis, donc la petite startup Emulate. Et puis en Hollande, avec la géométrie donc horizontale, donc c'est la startup Mimetas. On y reviendra après dans la discussion si vous voulez discuter. Donc ces startups sont toujours issues des groupes de microfluidiques qui mettent au point ces dispositifs. Alors pour vous montrer un exemple réel, j'ai choisi une biopuce qui permet à la fois de modéliser, donc d'aider les médecins et d'aider les pharmaciens. Donc j'ai choisi ce projet sur lequel on travaille en collaboration avec l'Institut Galien sur le cancer du pancréas. Vous savez que c'est un cancer qui est malheureusement sur lequel les médicaments agissent très mal et les médecins se doutent que c'est parce que ce sont des tumeurs qui sont très peu vascularisées et que du coup les médicaments n'arrivent pas à pénétrer en fait la tumeur au plus profond. Donc on a été contacté il y a à peu près 5 ans par ce groupe de biologistes qui cherchent à comprendre en fait ces mécanismes de vascularisation. Et donc vous voyez, il faut regarder le schéma en haut à gauche où vous avez la géométrie horizontale telle que je vous l'ai expliqué, où vous avez les petites microtumeurs, vous voyez ces petits sphéroïdes verts qui sont positionnés dans le gel rose. Et on va venir, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dans les bras latéraux un milieu de culture contenant des cellules endothéliales et naturellement, donc je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, des micro-vaisseaux vont se former, en fait, des capillaires sanguins vont se former, des micro-vaisseaux latéraux contenant les cellules endothéliales. Et voilà. Et donc, on va pouvoir voir se former ce réseau de micro-vaisseaux sur la tumeur directement. L'autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a réalisé cela, on va pouvoir injecter des nanomédicaments anticancéreux dans les bras latéraux et regarder en fait ce qui se passe. Alors je passe très rapidement là-dessus, mais sur la fabrication de cette puce, on a de la chance au laboratoire au C2N d'avoir une imprimante 3D de course, en fait une Rolls-Royce. C'est une imprimante 3D qui a donc c'est le système NanoScribe, c'est de la lithographie à 2 photons, et on peut fabriquer des objets en 3D avec des résolutions qui descendent jusqu'à la centaine de nanomètres. Donc c'est très intéressant. Alors dans notre application là de puce à microtumeur, on n'a pas besoin de cette résolution, mais vous avez une image ici du moule au milieu, et vous voyez donc on est capable à façon de designer en fait les chambres et les bras latéraux comme on veut. Donc après, on va faire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour les réseaux de capillaires sanguins, on va mettre du gel de silicone, on va recuire, on va démouler, on va recoller ça sur une lame de verre et mettre nos arrivées fluidiques. Et après, on va pouvoir étudier du coup, comment se comporte la microtumeur cancéreuse dans la puce. Donc là, je vous ai mis en haut à gauche une vue de cette petite puce placée sous le microscope à fluorescence. Et vous voyez ici en bas des images qui ont été enregistrées au cours de la culture de ces microtumeurs. Et donc vous avez, alors j'ai choisi volontairement un jour, vous voyez, c'est au 3e jour de culture. Vous avez la microtumeur qui est dans son gel, dans sa chambre centrale, et vous voyez peut-être vous voyez les petites cellules endothéliales dans les bras latéraux, et vous voyez que sur le zoom ici, on commence à voir se former
les micro-vaisseaux. Voilà. Donc cet objet, il est extrêmement intéressant comme modèle pour prédire comment la microtumeur va proliférer dans le gel. Et du coup, on travaille sur différents types de gel pour comprendre. Et puis après, une fois qu'on aura compris ça, eh bien, on va pouvoir injecter des médicaments anticancéreux ici dans les bras latéraux de la puce. Voilà. Donc, pour finir je voudrais finir avec une autre application. Et donc, en fait, peut-être pour conclure là-dessus, je pense que vous avez compris que ces petites biopuces qui sont petites parce qu'elles ont des surfaces de quelques centimètres carrés, hein, vous voyez, on les tient dans la main. On peut, donc dans ces puces-là, mettre n'importe quel type de lignée cellulaire. Donc on peut fabriquer n'importe quel type d'organe. Hein, voilà. Et donc elles sont bien pour le pharmacien pour développer des médicaments, mais du coup ce ne sont pas des vrais organes à l'échelle de l'organe humain. Et donc je voudrais finir mon exposé en vous montrant, voilà, ces 6 dernières années, en fait, j'ai eu la chance de travailler dans le cadre d'un gros projet avec l'hôpital Maryland Long, pour fabriquer un poumon artificiel, donc un oxygénateur microfluidique. Et là, l'enjeu, il était assez énorme parce qu'il fallait passer de cette échelle de petites puces qui faisaient quelques centimètres carrés à un microsystème qui soit capable, en fait, d'oxygéner et de décarboner le sang, voilà, sous haut flux. Parce que, faut que vous sachiez, dans le corps humain, votre sang, il circule, enfin, il faut être capable d'oxygéner décarbonaté à une vitesse qui correspond à peu près 1 litre de sang par minute. Donc c'était un enjeu énorme. Alors je vous ai remis le schéma en coupe d'une alvéole pulmonaire avec les capillaires qui courent dessus. On a choisi dès le début du projet de biomimer avec la structure verticale que je vous ai montrée au début, hein, du poumon, avec des membranes fines entre des chambres contenant l'air et puis des réseaux de capillaires. Et l'innovation, elle a essentiellement constitué au design en fait, de la géométrie de ces capillaires sanguins. Donc on a travaillé sur des grandes plaquettes hein, qui font 10 cm de diamètre. Donc j'ai là un poumon, vous pourrez le regarder après, vous pourrez venir sur le stand du C2N si vous voulez pour le manipuler. Donc on a travaillé sur ces plaquettes de 10 cm de diamètre et donc monsieur, si vous pouvez lancer la vidéo. Je laisse la vidéo ici. Pour mener à bien le développement de ce nouvel outil médical, Julie Lachaud a dû concevoir en salle blanche une surface capable de simuler le parcours du sang humain à travers nos alvéoles pulmonaires. Elle a ainsi gravé un circuit de canaux sur une surface de la taille d'un CD et a dû réaliser de nombreux essais avant de parvenir au design adéquat. Voilà, donc là vous avez vu Julie en train vous la voyez micro-fabriquer en salle blanche ce dispositif. Du coup, pour un seul niveau, c'est-à-dire un seul tricouche de 10 cm de diamètre, ça permet de faire un petit poumon pour une petite souris. Donc ce n'est pas du tout suffisant pour aller sur l'homme. Donc on a du coup, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails hein, de cette géométrie, mais on avait donc une injection du sang au centre du CD. Et du coup, on a empilé ces CD, comme vous voyez ici à droite. Il y a 5 CD empilés. Pardon. Voilà, il y a 5 CD empilés. Vous avez des images ici à gauche de ce dispositif voilà, qui a la capacité de traitement du sang la plus grande. Et monsieur, je veux bien que vous activiez oui, la dernière vidéo. Donc là, je vous montre une vidéo de comment fonctionne ce petit système in vitro. Donc voilà, donc in vitro. Hein, donc là, on est juste en train de faire circuler du sang dedans. Donc je n'ai pas du tout le temps de
vous expliquer, mais on était très fiers et très heureux parce que ce système, grâce à la géométrie des capillaires sanguins et à la membrane très fine qu'on a été capable d'intégrer dans chaque tricouche, on a obtenu l'efficacité maximale d'échange gazeux dans le système comparativement aux autres systèmes qui existent dans le monde. Et donc, on a après testé avec les chirurgiens de Maryland Long, commencé à tester sur des animaux, sur un animal, pour essayer de voir comment fonctionnerait ce système. Alors, on n'en est qu'au début de cela. Là, vous avez la première chirurgie qui a été effectuée par les chirurgiens de Maryland Long. On a pris un cochon totalement sain, en pleine santé. On l'a endormi comme un patient normal et on lui a branché, en fait, les systèmes microfluidiques en parallèle avec son poumon, qui était un poumon sain, qui fonctionnait très bien. Et on a été hyper contents parce que pendant les 4 heures où on a laissé le système fonctionner, toutes les constantes vitales et l'oxygénation et la décarbonation du sang ont bien marché. Voilà, donc c'est un exemple, enfin, j'espère que je vous ai convaincu qu'avec finalement les outils qu'on dispose dans les centrales technologiques de microfabrication, on a voilà, tous les outils pour fabriquer des dispositifs médicaux pour le futur totalement innovants. Voilà, et pour finir, je vous ai remis une vue en haut de ces toutes petites biopuces dans lesquelles vous voyez des exemples un peu schématisés de différents organes qui poussent dedans. Mais j'ai choisi aussi, mon dernier clin d'œil, une image d'une feuille avec, vous voyez, les réseaux en fait, qui amènent la sève dans la feuille. Et je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais les réseaux de capillaires sanguins qu'on a fabriqués, on s'est inspiré des lois de physique qui existent dans ces feuilles, en fait, parce que voilà, c'est ce qui minimise les contraintes de cisaillement. Et voilà, donc on a en fait un peu biomimé la façon dont la sève s'écoule dans les feuilles, dans nos réseaux de capillaires sanguins. Voilà, merci. Merci beaucoup Anne-Marie, c'était passionnant. Merci beaucoup pour l'effort pédagogique pour nous amener dans ce niveau, voilà, de haut niveau de technologie et de recherche. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez, dans la salle. Et je rappelle qu'effectivement, il y a un stand du C2N. Donc là, il y a le dispositif est là, vous pouvez le toucher. Sur le stand, et il y a d'autres microdispositifs qui sont présentés sur le stand du C2N avec mes collègues. Ouais. Donc on voit qu'il y a effectivement différents niveaux de biomimétisme, parce qu'évidemment, il y a le corps humain, les organes, mais effectivement, toute la fluidique qu'on peut trouver dans la feuille des arbres également. Peut-être pour lancer la discussion. Ah, il y a une question. Ah, bah, voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai 2 questions. Il n'y a pas de start-up françaises qui travaillent sur ça? Il y a énormément de start-up en France il y en a beaucoup qui se sont créés. Alors déjà dans le domaine de la microfluidique qui a émergé en France vraiment dans les années 2000. Dans les années 2007-2008, il y a eu déjà 2-3 startups créées, mais qui étaient des startups qui fabriquaient du matériel pour pouvoir ensuite Donc là, je ne vous ai pas expliqué comment on pousse ces liquides. Il faut des systèmes qui sont plus sophistiqués que des simples pousses-seringues. Et donc, voilà, il y a des startups comme Flugent, qui n'est plus une startup maintenant, et LV6, qui étaient créées déjà dans les années 2005-2010, entre 2005 et 2010. Pour les organes sur puce, là j'ai re-regardé récemment, il y a en France à peu près 25 startups autour juste des organes sur puce. Startups qui sont presque toujours issues, les premières vraiment issues des labos et des équipes de recherche. Dans le domaine des organes sur puce, ça va faire maintenant 3-4 ans que des grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi, Biomérieux, Servier, etc. sont venus, ont discuté avec les chercheurs et maintenant en fait ils captent la technologie en créant leur propre département de recherche pour fabriquer, en intégrant, voilà. Et ma deuxième question, c'est quelle application en santé et nutrition animale? Comment? Quelle application elle peut en avoir pour la nutrition et la santé animale? Ça va être pareil. En fait, donc du coup, j'ai peut-être pas assez insisté. Ces petites puces modèles, les microchambres sont assez petites. Donc, on n'y met pas un nombre infini de cellules. Donc, la grande idée, c'est surtout là maintenant, c'est d'y mettre des cellules du patient. Mais le patient peut être l'homme, comme il peut être l'animal, en fait.
Enfin voilà, vous pouvez prendre des cellules. Oui, du coup, on n'en met pas tant que ça en fait, et on n'en met pas tant que ça dans la. Mais ça, bien sûr, c'est un. Donc là, il y a aussi des groupes en France qui travaillent sur des bioréacteurs pour arriver à produire en grande quantité justement, des cellules du patient. Voilà. Et pour finir, le CNRS est tellement convaincu sur cette thématique qu'il y a un plan, ce qu'on appelle un PEPR dans notre jargon, qui a été lancé il y a 1 an autour des organes sur puce. Pour justement passer de ces petites puces modèles où on mettait des modèles cellulaires modèles qu'on cultivait, à des vraies cellules de patients et surtout à avoir un lien fort entre l'hôpital, le clinicien et le chercheur de façon à ce qu'ils travaillent ensemble de manière très proche en fait, pour aller plus vite. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Bonjour, merci pour votre exposé, très intéressant. Du coup, j'ai 2 questions également. Est-ce que par rapport aux autres avancées dans d'autres pays, au niveau des organes artificiels, vous savez s'il y a d'autres pays qui avancent là-dessus? Et ma deuxième question, c'était, du coup, je ne suis pas du tout dans le médical, et au niveau des avancées en termes de temporalité dans la recherche, par rapport notamment à votre organe artificiel sur le poumon, est-ce que vous savez si les avancées, c'est en décennies, en 50 ans, en 100 ans sur la recherche, pour développer, in fine, ce que vous voulez faire pour l'utilisation des organes artificiels, pourquoi pas un jour sur l'homme? Oui. Donc là, l'idée par rapport en fait, il y a en gros il y a un groupe aux États-Unis qui a initié les poumons microfluidiques. Et à peu près à la même époque au Canada et nous, donc il y a à peu près 7-8 ans, on a démarré en même temps que les Canadiens. Le problème de la France, c'est effectivement le transfert vers l'industrie. Aujourd'hui, on en est au laboratoire, que là, donc je vous ai montré un système avec un empilement de 5 CD. Pour aller sur l'homme, il faut en empiler 70. Donc là, il faut trouver vraiment l'entreprise qui serait capable de produire en série ce système en PDMS, empilé, pour pouvoir aller du coup passer sur... Alors, les Canadiens, ils sont malins, ils ont choisi une application médicale. Notre système, effectivement, marcherait aussi sur des bébés prématurés en déficience pulmonaire, mais bon, c'est une pathologie qui est quand même assez rare, parce que souvent, les bébés n'ont pas de problème... Enfin, voilà. Et là, le volume qui est débité, il est ce qui irait bien pour un bébé. Mais voilà où on en est, en fait. Voilà. Donc, mais effectivement, tout reste à faire sur ce transfert de la recherche vers l'industrie. Les cliniciens à Maryland-Long, il faut que vous sachiez qu'au niveau des poumons, il existe des systèmes beaucoup plus grossiers et qui sont utilisés par ce qu'on appelle des ECMO, qui sont des systèmes d'oxygénation extracorporelle. C'est des grosses boîtes, en fait, qu'on branche sur le malade. Mais ces systèmes-là, bon, voilà. Donc, pour l'instant, les cliniciens continuent à travailler avec ces systèmes-là en attendant que le système microfluidique soit bien optimisé. Voilà. Enfin, permettre de renouveler l'oxygène dans 1 litre de sang toutes les minutes, en gros. Voilà. Là, on est au 10e des capacités. On fait 100 millilitres par minute, mais il faut traiter 1 litre de sang par minute. Voilà. Moi, j'ai une question aussi. Antoine l'a mentionné tout à l'heure, le regard des designers pour penser un peu le dispositif autrement. Et donc, j'entends que là, il y a eu plusieurs sources d'inspiration du vivant. Oui. Il y a le regard même des technologues de la microfluidique, des ingénieurs, le lien avec la biologie. Est-ce que vous avez déjà eu des interactions avec des designers, peut-être pour imaginer comment paralléliser, voilà, est-ce que vraiment on a besoin d'aller jusqu'à 70 disques ou est-ce qu'il y a des façons de contourner, pas les lois de la physique, mais voilà, le système technique? La première année du projet, on a beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'on a réfléchi directement avec le clinicien, avec le professeur Olaf Mercier. Il voulait, lui, qu'on imprime en 3D. Il voulait déjà essayer de mimer l'alvéole. Bon, voilà. Et puis, on est rattrapé par les technologies qu'on a. On fait du 2D empilé et pas du vrai 3D. Et faire du vrai 3D, c'est assez compliqué. Mais après tout, pourquoi pas? Voilà. Il faudrait imaginer. Oui, bien sûr. On peut imaginer d'autres architectures, en fait, pour le poumon, bien sûr. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Anne-Marie? Peut-être pas. Eh bien, c'est pas grave. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour cette intervention. Et dans la suite du programme...